Quand on allume notre ordinateur, chaque jour on clique sur des icônes, on lance des applications, c'est devenu un réflexe. Mais on pense rarement à ce qui se passe juste derrière l'écran. Pourtant, ce sont de véritables mondes, des philosophies entières qui gouvernent notre machine. Aujourd'hui, on va explorer les deux plus grands de ces mondes, Windows et Linux. Allez, commençons par le territoire que tout le monde connaît, celui que la plupart des gens ont en tête quand on dit ordinateur. C'est Windows, notre point de départ pour ce voyage. Pour comprendre Windows, il faut remonter un peu le temps, jusqu'aux années 80. Il est né d'un système plus ancien appelé MS-DOS, mais dès le début, il a été construit sur une idée fondamentale, une philosophie propriétaire. C'est un mot-clé très important, alors qu'est-ce que ça signifie concrètement ? Un logiciel propriétaire, c'est un peu comme une recette de cuisine secrète. On peut manger le plat, l'apprécier, mais on n'a aucune idée des ingrédients exacts ou de la préparation. Le code source, c'est justement la recette du logiciel. Et dans ce cas, il est fermé. Secret. On ne peut ni l'étudier, ni le modifier. L'analogie de la voiture au capot soudé est parfaite. On peut la conduire, mais impossible de jeter un œil au moteur. Et cette philosophie, on la retrouve dans toute la conception de Windows. D'abord, l'interface graphique, vous savez, les fenêtres, les icônes, ce n'est pas juste un habillage, c'est directement intégré au cœur du système, au noyau. C'est pour cette raison que la ligne de commande, qui permet de taper des ordres, existe bien, mais presque personne ne l'utilise. L'objectif est clair, la priorité absolue, c'est la facilité d'utilisation, même si ça implique qu'on ne sache pas toujours ce qui se passe en coulisses. Bon, maintenant, on change complètement de monde. On oublie la recette secrète et le capot soudé, et on va explorer une alternative qui est née d'une idée radicalement différente. Bienvenue dans l'univers de Linux et dans la philosophie du logiciel libre. L'histoire de Linux, c'est avant tout une aventure humaine et collaborative. Ça commence dans les années 80 avec un homme, Richard Stallman, qui lance le projet de créer un système d'exploitation entièrement libre. Puis en 91, un étudiant finlandais, Linus Torvalds, développe la pièce qui manquait, le noyau, le cœur du système. Et il fait quelque chose d'incroyable pour l'époque. Il le partage avec le monde entier. Des milliers de passionnés se joignent alors à lui pour l'améliorer. C'est cette origine collective qui change tout. On voit ici, noir sur blanc, le grand écart entre les deux mondes. D'un côté, le code est un secret commercial. De l'autre, il est ouvert et transparent. D'un côté, on achète une licence pour utiliser un produit. De l'autre, on a la liberté de l'adapter à ses besoins. Ce n'est pas juste une différence technique, ce sont deux visions du monde qui s'opposent. Attention à une confusion très fréquente, Richard Stallman l'a très bien résumé lui-même. Quand on parle de logiciel libre, ça ne veut pas forcément dire gratuit. L'idée n'est pas celle de la bière gratuite. Il faut penser à la liberté d'expression, la liberté de comprendre, la liberté de partager et la liberté d'améliorer les outils que l'on utilise. C'est ça la vraie signification. Cette philosophie repose en fait sur 4 libertés fondamentales. Premièrement, la liberté d'utiliser le logiciel comme on le souhaite. Deuxièmement, la liberté d'étudier comment il fonctionne et de le changer, donc d'ouvrir le capot et de bricoler le moteur. Troisièmement, la liberté de partager des copies avec d'autres. Et enfin, la liberté de distribuer ses propres versions améliorées. C'est un cycle de partage et d'amélioration qui ne s'arrête jamais. Maintenant qu'on a bien compris la philosophie qui anime Linux, il est temps de plonger un peu plus dans la technique. Voyons comment cette liberté se traduit dans l'architecture même du système. De quoi est fait un système Linux ? Au centre de tout, il y a le noyau, qu'on appelle kernel en anglais. C'est la pièce maîtresse, développée à l'origine par Linus Torvalds. Le noyau, c'est le grand chef d'orchestre. C'est lui qui parle directement aux composants physiques de l'ordinateur, comme le processeur ou la mémoire. Il gère toutes les ressources. Si on reprend notre analogie, le noyau, c'est le moteur. Très bien, mais comment fait-on pour parler au moteur ? C'est là que le shell entre en scène. Le shell, c'est un interpréteur de commandes. C'est l'interface qui nous permet de donner des ordres directs au noyau. Si le noyau est le moteur, alors le shell, c'est le volant et le tableau de bord. C'est notre interface directe avec la puissance de la machine. Cette structure, elle montre bien le chemin de la communication. L'utilisateur ne parle jamais directement au matériel. Nos commandes passent par le shell, qui les traduit pour le noyau, et c'est le noyau, le vrai pilote, qui dialogue avec les composants. C'est une chaîne de commandement très claire et très efficace. Puisque le shell est notre porte d'entrée directe vers le moteur, il est temps de voir concrètement comment on s'en sert. Découvrons la fameuse ligne de commande, cet outil qui donne à Linux toute sa réputation de puissance. Alors, en pratique, comment se passe ce dialogue avec la machine ? Comment est-ce qu'on donne des ordres au noyau ? Ça ressemble à ça. Un écran, souvent noir, avec un petit curseur qui clignote. Le symbole dièse, ici, est très important. Il nous indique qu'on est connecté en tant que root, le super utilisateur, celui qui a absolument tous les droits sur le système.
C'est un peu comme avoir la clé universelle de l'ordinateur. Faisons un premier test, tout simple. On tape la commande Who am I, qui veut dire littéralement qui suis-je. On appuie sur Entrée et le système nous répond. Ici, il confirme route. On sait maintenant qu'il nous reconnaît en tant qu'administrateur. Deuxième question, où est-ce qu'on se trouve? On tape PWD pour Print Working Directory, ce qui veut dire afficher le répertoire de travail. Le système répond instantanément, /route. C'est le dossier personnel du super utilisateur. Et voilà, en 2 petites commandes, on vient d'avoir un dialogue direct avec le cœur du système. C'est la base d'un contrôle incroyablement précis. Maintenant qu'on a exploré la philosophie et l'architecture de chaque système, il est temps de les mettre face à face. Ça va nous permettre de bien résumer leurs différences fondamentales et de comprendre ce qui les oppose vraiment. Ce tableau, il résume parfaitement le débat. La philosophie de départ dicte tout le reste. Pour Windows, la logique propriétaire mène naturellement à un code fermé et une interface graphique pour la simplicité. Pour Linux, la philosophie du libre conduit à un code ouvert et une ligne de commande qui privilégie le contrôle et la flexibilité. 2 points de départ, 2 chemins très différents. Au final, on comprend bien qu'il n'y a pas un meilleur système dans l'absolu. C'est une question de compromis. Le choix se situe entre une expérience très guidée et facile d'accès, où tout est pris en charge, et une autre qui demande plus d'implication, mais qui offre en retour une transparence et un contrôle total. La question finale est donc personnelle. Dans notre propre monde numérique, qu'est-ce qui a le plus de valeur? La simplicité d'une route toute tracée ou bien la liberté de pouvoir explorer chaque recoin de la machine? C'est une réflexion qui va bien au-delà de l'informatique et qui définit finalement notre propre rapport à la technologie.